Chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous entretenir d'un sujet dont nous n'avons pas beaucoup parlé sur cette chaîne, à savoir ma position sur le cash. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a les marchés qui sont en train d'atteindre des plus hauts. Donc il y a plusieurs manières dont on peut se dire, tiens, est-ce qu'on n'est pas vers un plus haut, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder les entreprises de croissance que j'ai dans mon portefeuille. Donc vous savez, j'ai Apple, je considère que ça fait partie de mes boîtes de croissance. Et quand vous regardez tout, vous voyez qu'on n'est pas loin d'un plus haut historique. Quand on regarde une autre entreprise de croissance que j'ai en portefeuille, on prend Microsoft, et là je crois qu'on est sur on n'est pas loin des plus hauts historiques. Ouais, c'est ça, on a tapé il n'y a pas longtemps un plus haut historique. Et sinon, j'aime bien regarder l'ETF que j'ai dans le SP500, et là, c'est pareil, on se rapproche des plus hauts, enfin, on est sur les plus hauts historiques de cet ETF, voilà, on est à 43, et l'ancien plus haut historique, c'était à 42,82, donc ça veut dire qu'on est sur les plus hauts. Le fait qu'on soit sur les plus hauts, ça veut pas dire qu'il va y avoir un crash, etc., Le marché fait ce qu'il veut en fait. Le marché peut décider de monter encore de 10%, et ce serait même pas surprenant parce qu'il y a de la croissance. Il y a de la croissance à l'échelle mondiale, et si on se focalise au niveau microéconomique, eh bien vous avez les plus grosses entreprises qui battent leurs estimations trimestre après trimestre, qui font toujours plus de ventes, qui font toujours plus d'argent, donc c'est normal. Il n'y a rien d'irrationnel au fait que le marché monte, c'est même à ça que ça sert. Sur le long terme, les marchés monte. Ceci étant dit, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois de me sentir un peu bête d'acheter juste avant que ça baisse franchement. Ça m'est arrivé sur Microsoft, j'ai acheté du Microsoft dans cette zone-là, quand on était fin 2021 dans cette zone-là, etc. Ce qui fait que ça s'est compensé, c'est que j'ai aussi acheté pas mal de Microsoft dans cette zone-là, donc en gros j'ai fait du DCA sur Microsoft, mais c'est un petit peu désagréable en fait, vous achetez, et puis vous voyez que le marché baisse de 15-20%, et vous vous dites, bon bah voilà, si j'avais acheté à un meilleur moment, ça aurait été plus malin. Donc je suis toujours dans cette ambivalence. D'un côté, j'aime pas acheter des choses trop chères. D'un autre côté, je sais que le marché a fonction à grandir sur le long terme, et que c'est un petit peu bête de se mettre sur le côté, d'espérer une baisse qui n'arrivera à jamais. J'aurais un peu l'impression d'être, vous savez, c'est les gens là qui s'enferment, qui se déconnectent du réseau d'électricité, voilà, les survivalistes. J'aurais l'impression d'être un peu un survivaliste qui s'embête à manger des boîtes de conserve en haut de sa montagne, alors que pendant ce temps-là, le monde avance tranquillement. Donc la position que j'avais jusqu'à présent sur le cash, c'est que cash is trash, c'est que garder du cash en portefeuille, c'est pas très malin. C'est beaucoup plus intelligent d'avoir votre argent dans des actifs, dans quelque chose qui s'apprécie, dans quelque chose qui vous rapporte un rendement, que ce soit avec l'appréciation du capital ou que ce soit avec les dividendes. Donc je n'apprécie pas beaucoup le cash. Donc ce qui est hors de question pour moi, c'est de commencer à me dire, voilà, je vais sortir de Apple, je vais sortir de Microsoft, je vais sortir du SP500, et je vais garder du cash de côté pour le moment où ça va baisser. Ça, c'est une erreur, parce que si le marché décide de tracer encore pendant 5 ans, enfin voilà, on n'en sait rien. Tout peut arriver, et donc on peut se retrouver avec un énorme coup d'opportunité. On a notre cash qui dort, et pendant ce temps-là, on sait que si on avait investi, on aurait pris 5%, 10%, 20%, etc. Je ne veux pas être dans cette situation. Je trouve que mon portefeuille est bien calibré pour prendre de la croissance, donc j'ai mon Apple, j'ai mon Microsoft, j'ai une part assez significative de mes investissements qui sont dans le SP500, j'en ai une autre qui est dans le monde entier, donc avec ça, j'ai de la voilure pour monter tranquillement avec le marché. Par contre, vu qu'on commence à taper des plus hauts, ce que je vais faire, et ça va être une nouvelle partie de ma stratégie, c'est que je vais commencer à garder un petit peu de cash sur ce portefeuille. Donc ça veut dire que les prochains dividendes qui vont arriver, je vais les laisser en cash, et les prochains virements que je vais me faire, je vais les laisser en cash. Par contre, ce que je vais faire également pour que ce cash travaille, c'est que je vais vendre des puts. C'est que je vais vendre des puts en attendant que le marché continue de monter. C'est-à-dire que je vais faire exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent. J'ai fait ça pour tester la stratégie. Vous voyez, là,
à ce jour, j'ai fait 3 petits paris. Donc j'ai fait un premier petit pari. Donc vous voyez, des puts, c'est quoi? C'est vous donner une assurance à la baisse à quelqu'un qui achète le put. Moi, je suis côté vendeur de put, donc c'est comme si j'étais une assurance. Et donc là, vous voyez, j'assure quelqu'un, si Total descend en dessous de 59,5 d'ici au 15 décembre, et bien voilà, si Total tombe à 58, je m'engage à racheter les actions de quelqu'un à 59, et du coup, je perds l'écart entre le prix auquel les actions valent aujourd'hui et le prix auquel je me suis engagé à acheter les actions. Donc j'ai fait un premier petit pari et j'en suis sorti très tôt, vous savez, parce que je suis un gain petit. J'ai ensuite fait un deuxième pari et j'en suis sorti très vite parce que je suis un gain petit. Et là j'ai également un troisième pari. Là c'est vraiment pour tester la stratégie, pour voir si je me sens à l'aise quand j'ai des puts en portefeuille. Et donc là j'ai un put à l'échéance de ce vendredi et le prix d'exercice c'est 59,5, et donc si vous regardez, normalement ça devrait passer, enfin Total peut décider de s'effondrer complètement, mais a priori ça devrait passer. Là vous voyez, ça c'est le prix auquel j'ai vendu le put, ça c'est le prix auquel je pourrais le racheter. Donc on parle de toutes petites sommes parce que les échéances sont courtes et la perspective qui est un retournement de marché est assez lointaine. Et donc ce qui va se passer, c'est que une fois qu'on aura passé cette échéance, on va regarder les échéances de janvier parce qu'il y aura de nouvelles échéances d'options en janvier, et je pense que je continuerai cette stratégie de put. Donc ça veut dire que là pour le moment, ce que je fais, c'est pas malin, ne faites jamais ça, c'est que mes puts, d'une part, ils sont pas sécurisés par du cash, parce que vous voyez, j'ai pas de cash ici en portefeuille, donc ça veut dire que si je suis effectivement exercé et que je dois acheter à quelqu'un sans taxation totale, eh bien ça veut dire que je devrais vendre cet ETF là. Je pense que ce serait celui-là que je choisirais, une partie de cet ETF là pour répondre à mon engagement. Et l'autre chose qui est pas maligne que j'ai faite, c'est que c'est bien quand vous vendez un put de vous sécuriser à la baisse. Imaginez que vous vendez ce put là de 59,5, vous allez acheter le 58. Comme ça, si vous avez un événement de marché exceptionnel où Total tombe à 50, vous perdez pas trop, voilà, vous perdez seulement le spread entre le prix auquel vous avez vendu le put et le prix auquel vous avez acheté un put. Donc c'est important, si vous faites cette stratégie, de vous couvrir à la baisse. Et donc si je décide de faire ça avec des échéances plus lointaines, évidemment que ce que je ferais, c'est que je vendrais un put et j'en achèterais un avec un prix d'exercice en dessous. J'utiliserai cette stratégie de put spread pour me couvrir. Mais donc pour en revenir à la question du cash, pour moi, ce qui est hors de question, c'est de commencer à sortir des actions, à sortir du marché en me disant j'attends que le marché baisse, parce que là il y a un trop gros risque en termes de coût d'opportunité. D'un autre côté, j'ai envie également de me couvrir de ce risque de devoir surpayer des actions, donc je vais faire grandir ma poche de cash, et cette poche de cash, je vais très probablement la faire travailler en vendant des puts en attendant que le marché monte. Et donc la possibilité, je pense que je vais continuer à faire ça sur Total. La possibilité, c'est que effectivement l'action Total finisse par baisser et que je sois exercé, et dans ce cas-là, pas de problème, j'essaierai de rattraper ce que j'aurais peut-être perdu en vendant des calls, mais l'objectif effectivement, ce sera d'éviter d'être exercé. Mais comme je ne vois pas le futur, je ne peux pas être couvert à 100% contre ce risque. En tout cas, pour le moment, le tout petit test que j'ai fait sur cette stratégie avec de petits montants, ça se passe pas trop mal. Donc peut-être que je vais faire un x3, 3 paris, 3 gains. Je vous tiens au courant, mais en tout cas, pour le moment, je suis un des traders les plus rentables de France, car je gagne de l'argent avec mes trades, et vous le savez, il y a à peu près 92% des traders qui perdent de l'argent. Mais en fait, il y a une bonne raison à ça, c'est que la plupart des gens qui font du trading et qui sont attirés par les gains, ils vont avoir des stratégies d'options de vente. Vous voyez, c'est ça qu'on voit sur le site Wall Street Bet. Si vous regardez le forum Wall Street Bet et que vous regardez les pertes, c'est toujours la même chose. Là, vous voyez quelqu'un qui est passé de 38 000 euros sur son compte à 500 euros sur son compte, c'est parce qu'il a fait un YOLO, et en général, le YOLO qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter des calls du SP500. Et donc, ils achètent des calls du SP500 en se disant, c'est comme si j'avais un levier x10, x100 parfois, et si le SP500 monte demain de 1%, je fais un gain énorme, et ce qui se passe en général, c'est qu'ils crament comme ça leur compte. Mais il faut bien des gens
des gens pour vendre des options assez junky. Et quand vous êtes comme moi dans la position où vous vendez des options, eh bien, en général, vous vous en sortez pas trop mal. Donc c'est, enfin vraiment le marché c'est comme tous les autres marchés, soit vous êtes dans la position du riche qui a les moyens de vendre des options, parce que pour pouvoir vendre des options, ça veut dire que vous devez avoir quand même pas mal de collatéral, et dans ce cas-là, vous êtes vraiment dans la position de l'assurance, et c'est une meilleure position, soit vous êtes dans la position du junkie qui pense qu'il va être capable de faire x100, et en général, ces gens se retrouvent à zéro. Donc je ne dirais pas que le marché des options est un marché équilibré, c'est un marché qui est déséquilibré. En général, les vendeurs d'options s'en sortent beaucoup mieux que les acheteurs d'options. C'est ce que je peux observer, mais c'est pas seulement mon observation, c'est quelque chose qui se répète de façon régulière. Donc je vous donnerai des nouvelles de ce trade. On va voir si... peut-être que je pourrais décider de gagner 4 euros. On va voir. On va voir si j'arrive à tenir ce pari. En général, dès que je vois la perspective de me faire un petit billet, je vais plutôt avoir tendance à sortir du pari en me disant un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Mais je donnerai la réponse dans la prochaine vidéo. En attendant, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, pouvoir investir dans des ETF, et donc les ETF c'est vraiment la partie sécure de mon portefeuille, et pourquoi pas vendre des options pour pouvoir augmenter vos revenus, et bien vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise. Mon lien affilié vous permet d'avoir 100 euros de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Si vous avez envie de comprendre un petit peu plus comment fonctionnent les options, vous pouvez aller voir comment je gère le portefeuille Alpha, qui est un portefeuille auquel ont accès les gens qui sont abonnés à la page Patreon. Donc je viens de publier 2 vidéos où je vous parle de la manière dont j'utilise les options pour augmenter le rendement de ce portefeuille. Donc vous pouvez aller voir ces deux vidéos que je viens de publier. Et par ailleurs, si vous allez dans les mini-guides, je vous en ai publié 2 sur la vente d'options. L'un pour comment est-ce qu'on fait pour gérer le risque avec les credit spread. Donc les credit spread, c'est quand vous vendez les options sans avoir nécessairement les actions en portefeuille. Et sinon, vous avez le mini-guide générer du revenu avec la vente de call, et je pense que je vais également faire un mini-guide sur la vente de put. Enfin voilà, vous avez en tout cas toutes ces ressources, et vous pouvez me poser toutes vos questions au fur et à mesure si vous voulez en apprendre plus sur ces stratégies. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.